Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette somptueuse vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, si ce n'est la chance, d'être avec une personnalité plus qu'inspirante, puisque je suis avec André Marcel. Bonjour André Marcel. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Sardorial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super. On va faire une petite interview, tout simplement. Ça va nous durer, je sais pas, peut-être 40 minutes, 1 heure, on verra le temps que ça prend. En tout cas, on est là pour discuter sur le métier de tailleur en général. Alors, on va aborder d'autres sujets, j'ai pas mal de petites questions. Avant qu'on commence, je tiens juste là à expliquer le déroulé de la vidéo. Donc on va commencer sur des questions, partie un petit peu générale sur le métier de tailleur. On va avoir aussi des questions sur une partie un peu plus personnelle sur la vision d'André sur le métier de tailleur. Ensuite, on aura une partie personnelle sur la mode, donc son avis sur la mode habillée, on va dire en général. Et enfin, on finira par une petite série de questions-réponses, un Fast and Curious un petit peu plus fun et léger. Alors pour commencer, André, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes tailleur? En quelle année vous avez commencé? Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes tailleur? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. D'accord. Et j'ai démarré fin d'année 68. Et voilà, j'arrive à pratiquement 69 ans. Donc ça fait un petit moment. La carrière est déjà assez longue. 14 ans, c'est quand même super jeune. Oui, à l'époque, on pouvait démarrer en apprentissage. D'accord. Et aujourd'hui, c'est minimum 16 ans, évidemment. D'accord. Mais à l'époque, on pouvait rentrer en apprentissage dès l'âge de 14 ans, ce qui faisait qu'il fallait trouver un atelier ou un tailleur installé. Alors, faut savoir que dans les années 60, il y avait encore plus d'une vingtaine de tailleurs sur Rouen. Donc c'était chose aisée à l'époque de trouver un atelier pouvant vous recevoir pour entamer une formation. Et ce qui est aujourd'hui très difficile. C'est plus pareil malheureusement. Il n'y a plus beaucoup d'ateliers. Les quelques ateliers qui existent aujourd'hui sont souvent parisiens. Donc en province, c'est un métier qui disparaît petit à petit. Vous n'avez jamais rien fait avant? Puisque dès 14 ans, vous avez fait que tailleur toute votre vie. J'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, j'ai fait plein de choses. Et la formation, ça a duré combien de temps? Alors, à l'époque, c'était 3 ans. 3 ans. Pour passer un CAP. Donc dès 17 ans, ouais. C'était possible. Oui. Et vous avez commencé à votre compte? Ah non, du tout. Ou d'abord travailler pour un tailleur? Non, alors attention, le métier de tailleur, c'est un métier qui se maîtrise sur, moi j'ai tendance toujours à dire, une bonne dizaine d'années, je dirais. Ah oui, quand même. Faut de l'expérience pour pouvoir se retrouver face à des clients. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Ouais. Après, évidemment, c'est pour maîtriser, je dirais, de la prise de mesure au choix d'un tissu jusqu'à la livraison. Oui, oui. C'est-à-dire que, pour moi, un tailleur, si vous voulez, c'est un tailleur qui maîtrise toutes les étapes du métier. C'est-à-dire que faut d'abord aimer les gens, déjà, pour pouvoir je pense que c'est la base. Passer un peu de temps pour un peu s'intéresser à ce qu'ils font, à la manière dont ils s'habillent, la manière, est-ce qu'on porte un vêtement occasionnellement, ou est-ce qu'on travaille en costume. Et voilà, et si le client a déjà un style, tout ça, ça demande déjà un peu d'expérience de relations humaines déjà. Et à partir de là, après, on peut commencer notre travail à choisir une étoffe, un tissu, suivant la fonction que le costume aura, et puis sentir que le client, surtout, vient chercher quelque chose de très personnel, souvent, la plupart du temps. Oui. Donc, si vous voulez, tout ça, ça demande un certain temps, une certaine expérience aussi, avant de commencer à apprendre à couper, après, à prendre des mesures, apprendre à couper, et après à monter. Il faut savoir que les tailleurs de province aujourd'hui sont obligés de tout faire pratiquement. Ouais. Il n'y a pas de culottière, il n'y a pas de giletière, il n'y a pas de... Voilà. On fait nos toiles plastronnées, on fait nos boutonnières, on fait nos rabattements, voilà, on fait nos cols, nos manches, et on est obligé de gérer la totalité de la démarche d'un costume. Alors qu'à Paris, c'est différent.
Bah, à Paris, souvent, vous avez des grands coupeurs. Souvent, c'était un peu la tradition avant. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais je dirais qu'il y a pu y avoir dans les années 50-60 des très bons ateliers, ce qui fait que certains tailleurs, des fois, ne savaient pas monter leur manche ou leur col. D'accord. Ils avaient dans leur atelier, ils avaient du personnel qui faisait que ça. Donc obligatoirement, ils avaient une maîtrise que le tailleur, c'est-à-dire celui qui coupait et qui recevait et qui vendait le costume, si vous voulez, n'avait pas toujours. D'accord. Si vous voulez. Bon, aujourd'hui, la plupart des tailleurs savent monter une manche ou un col, mais il y a eu des époques où on pouvait faire que la coupe. D'accord. Et préparer ce qu'on appelait les bûches, c'est-à-dire tout ce qui était entoilement, doublure, poche, voilà, garniture, tout ça. Et vous aviez, à l'époque, vous travailliez pour... Alors moi, j'ai appris mon métier dans un atelier, chez un appiesseur. Un appiesseur, alors le métier se décompose en trois parties. Voilà, il y a l'appiesseur qui fait les vestons, il y a la culottière qui fait les pantalons, et il y a la giletière qui fait les gilets, si vous voulez. Si vous avez ces trois métiers-là. Moi, j'ai appris mon métier dans un atelier où on faisait que de l'appiessage. D'accord. D'accord. Et cet appiesseur travaillait pour 4 maisons rouennaises. D'accord. Voilà. Ce qui fait que on avait plusieurs styles de travail à effectuer. Mais on ne coupait pas. D'accord. C'était systématiquement la maison qui nous ramenait des bûches entièrement à monter. Et combien de temps vous êtes resté là-bas? J'ai fait tout mon apprentissage, 3 ans. Les 3 ans. Ouais. Et ensuite? Et ensuite, après, je suis rentré dans une maison chez Dimitri. J'ai dû faire 4-5 ans. Parce que je suis parti après à l'école, à l'Académie internationale de coupe, apprendre à couper. D'accord. Parce qu'à cette époque-là aussi, on trouvait très peu de patrons qui étaient ouverts à montrer leurs secrets de coupe. Je dirais qu'il y avait un peu, déjà à l'époque, il y avait un peu ce problème de transmission qui était déjà difficile. Il y avait toujours un petit peu, entre parenthèses, un mystère de la coupe. Ouais, d'accord. On avait toujours un petit peu l'impression que c'était un domaine où un peu réservé aux grands techniciens. Et dans les ateliers, des fois, il y a des fois des gens qui n'ont jamais coupé un veston, un pantalon, voilà. Ah oui. Bien sûr. Donc voilà, c'était un peu divisé, si vous voulez. On avait les moyens de diviser à cette époque-là, parce qu'il y avait des ateliers conséquents. Moi, j'ai travaillé dans des ateliers où il y avait 6-7 personnes. Voilà, aujourd'hui, en province, ça n'existe pratiquement plus. J'en connais pas, moi, en province. Ah oui? Oui, bien sûr. Moi, je suis monté jusqu'à 2 salariés, dont une culottière. Mais je pense qu'en province, ça n'existe plus, ça. Question, parce que j'ai demandé, en fait, avant de faire la vidéo, j'ai demandé à mes abonnés un petit peu si eux avaient des demandes particulières. C'est important aussi que je puisse les faire profiter un maximum. Oui. Parce que ils ont, comme vous dites, il y a peu de tailleurs en province, et moi j'ai beaucoup d'abonnés en province, et donc ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de pouvoir discuter avec un tailleur. Et la question, parce que j'en ai reçu pas mal, qui était est-ce que vous savez comment on devient tailleur aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des formations en France? Ou est-ce que c'est compliqué, ça n'existe plus, je sais pas. Alors, l'école des tailleurs, alors, il y a eu une école qu'on appelait l'école Gilson, qui était un maître tailleur parisien, de Saint-Philippe-du-Roule, qui était président de la Fédération des maîtres tailleurs de France, et qui a monté une école qu'on a été obligé on a été contraint de fermer en 2018. D'accord. Parce que y avait des élèves, mais c'était un montage un petit peu qui était un peu basé autour de Gilson, c'est-à-dire que le jour où il est tombé malade, l'école s'est trouvée fragilisée, si vous voulez. Donc on a été obligé de la fermer parce que c'était une école patronale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'aide d'État, il n'y avait pas de... Voilà, et ça coûtait très très cher. Bon, néanmoins, il y a quelques personnes qui sont passées par cette école-là, Ardent de Clippé, d'accord, ah oui. Scavini est passé dans cette école. D'accord. Il y en a quelques-uns qui sont dans des ateliers, Sirven par exemple, qui est pour moi certainement
un des meilleurs jeunes aujourd'hui dans le métier. Des gens comme ça sont passés dans cette école-là. Bon, il y en a d'autres qui sont dans les ateliers de Cifonelli, de Luca, de chez Kempf aussi, Arnaud, tout ça. C'est des gens qui sont passés, ils sont dans les ateliers aujourd'hui. Et puis, par contre, j'en connais peu qui ont... j'en connais, à part Sirven peut-être, qui font du travail de A jusqu'à Z, c'est-à-dire vraiment qui maîtrisent toutes les étapes. La plupart se sont vite installés, mais bon, c'est généralement, moi j'appelle ça de la mesure industrielle, si vous voulez. Oui. Au niveau parisien, on appelle ça une petite mesure. Mais bon, je trouve ça ridicule, c'est fabriqué dans une usine, donc obligatoirement, pour moi, c'est industriel. Voilà, c'est ce qui doit remplacer le prêt-à-porter dans les années qui viennent. Mais c'est ce qui se fait beaucoup de nos jours, parce que c'est beaucoup moins cher, forcément, que... Alors, est-ce que ces gens-là peuvent se prétendre tailleurs ? Ça... C'est un grand débat qu'on avait à la fédération, mais comme je pense qu'aujourd'hui, on a quoi ? On a entre 20 et 25 tailleurs en France. Je pense que tout ce mot de tailleur est galvaudé aujourd'hui. Oui. C'est plus le même, ça n'a plus le même sens. Non, je pense qu'avant, on avait un terme qui était très bien pour ça, qui était habilleur. Et qui était assez joli, je trouve. D'accord, Et qui, bien, à Rouen, on avait deux, trois belles enseignes à Rouen, avant, qui faisaient de la mesure industrielle avec des maisons dans les Vosges, je me rappelle, Vestra, pour ne pas le citer, entre autres, Manurib, tout ça. Ce sont des gens qui avaient moins de prétentions et qui se faisaient appeler habilleurs. Et je trouvais ça, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait le remettre un peu. Parce que on en a partout maintenant. À Rouen, on en a partout. On en a 3 qui sont installés. Après, moi, je leur veux pas de mal. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Après, il faut savoir quels produits on livre. Et voilà. Il faut savoir faire la différence. Et là, je m'interroge sur l'expérience des clients, parce que c'est vrai que le client ne sait pas toujours... ce que son vêtement rassemble comme savoir-faire, je trouve, si vous voulez. Donc ça, c'est un grand débat qu'on a toujours à la fédération, enfin quand la fédération était encore active, parce qu'elle existe toujours, mais elle est plus très active aujourd'hui. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines maisons, le produit final, si vous voulez, on ne sait pas comment il a été fabriqué, s'il a été fini à la main, si à l'intérieur c'est tout industriel. C'est assez flou. Est-ce qu'il est simplement plastronné, est-ce qu'il est toilé entièrement, tout ça, le client il passe à côté de tout ça, parce qu'on ne veut surtout pas lui donner la vérité, parce qu'il y a un prix derrière. Forcément. Et du coup, cette école qui est fermée depuis 2018, il n'y a pas d'alternative finalement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Sérieuse, on va dire. L'alternative sérieuse, c'est de passer par l'Académie de la mode qui est arrivée, qui était l'ancienne chambre syndicale de la couture parisienne, qui, elle, rassemble un certain nombre de métiers dans le domaine de la mode, si vous voulez. Mais l'échec de ça, si vous voulez, c'est qu'il faut trouver un maître pour trouver une maison. Et ça, c'est la bannière. Tous les jeunes qui s'intéressent à notre métier se heurtent à ça. Il faut trouver à un moment un endroit pour pouvoir... Est-ce qu'il y a un risque de perdre ce savoir-faire en France dans les années qui arrivent s'il n'y a plus personne pour je suis un peu pessimiste. Après, il y aura toujours besoin de grandes mesures. Donc je pense qu'il y aura toujours... ça sera peut-être des Italiens, des Anglais, on sera plus ouvert, à mon avis. Mais en France, moins. Ça risque de demander du temps pour retrouver... Mais il ne faut pas désespérer. Je pense que vos générations nous amèneront peut-être d'autres réflexions et d'autres savoir-faire qui répondront à la demande. C'est possible. Croisons les doigts. Bon, super, on a fini cette partie un peu générale sur le métier. Et maintenant, on va passer à des questions un peu plus personnelles. La première question, c'est est-ce que vous aimez toujours autant votre métier ? Depuis, on va dire maintenant, je ne vais pas vous cacher que si
un jeune qui rentre dans le métier aujourd'hui, s'il y a, admettons, un jeune de 18-20 ans rentre dans ce métier, s'il est toujours en activité à 35 ans, c'est parce qu'il s'est passionné au fur et à mesure de son métier, en acquérant une certaine maîtrise, et on ne peut que... Enfin, si on persiste, c'est parce qu'on aime son métier, si vous voulez. Moi, je suis passionné par ça depuis toujours. Bon, va falloir que je m'arrête, mais ça, on verra dans quelques temps. Mais c'est vrai que on fait pas ce métier-là si on l'aime pas. Parce que la rentabilité de ce métier-là, déjà, c'est pas dans les premières années. D'accord. Alors, on achoppe à ça. Moi, j'ai eu beaucoup de stagiaires chez moi. J'en ai eu plus d'une soixantaine répertoriés, si vous voulez. Bon, il y en a 3 ou 4 qui sont dans le métier aujourd'hui. Hein, donc, vous voyez que c'est... Voilà. La plupart du temps, si vous voulez, il faut gagner sa vie. Donc, bien sûr, dans les premières années, c'est un peu laborieux. Hein, donc, surtout de nos jours. C'est vrai que... bien sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai eu certaines personnes, je ne donnerai pas leur nom, mais qui sont passées chez moi, mais tout de suite, c'était se dire en disant, mais attendez, moi je peux pas passer ma vie à venir à Rouen, et puis il faut que je gagne quelque chose Mais voilà, moi je poserais une question qui me taraude toujours. J'aimerais connaître la rentabilité de l'atelier tailleur des grandes maisons. Si vous voulez. L'atelier tailleur. L'atelier tailleur, j'ai tendance à dire l'atelier tailleur. J'aimerais savoir s'ils arrivent à le rentabiliser. Non, l'industriel, c'est plus facile à rentabiliser. Mais voilà, il y a quand même des grandes maisons. J'aimerais savoir si, avec l'atelier conséquent qu'ils ont, parce qu'ils ont tous des ateliers extraordinaires, magnifiques. Moi, j'ai vu des costumes sortir, c'est des œuvres d'art. Mais le principe, le problème, c'est de savoir si ces maisons-là rentrent dans leurs frais, en sachant qu'ils ont des loyers conséquents, qu'ils ont du personnel conséquent, que mieux vous travaillez, plus vous pouvez prétendre. Voilà, je pense que j'aimerais savoir en fin d'année, est-ce que l'atelier tailleur à la main, grande mesure, est rentable? Moi, je pense pas. Mais bon. Je pense que c'est le côté industriel qui contrebalance, on va dire, à la perte. Pourquoi beaucoup de maisons font du prêt-à-porter ou du prêt-à-porter d'ailleurs. Ou du prêt-à-porter et ont une mesure industrielle, une mesure, alors demi-mesure, mesure comme vous voulez, mais j'aimerais quand même savoir si la grande mesure est autonome dans toutes les grandes maisons. Ça, je sais pas, et je suis pas certain. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que si on fait ce métier et qu'on le tient sur le long terme, c'est qu'on est passionné. Parce qu'on est passionné. Ouais, c'est ça. Voilà. On est passionné par ce que l'on fait, par ce qu'on produit, et puis parce qu'on est passionné aussi par les clients. Parce qu'on est peut-être un des rares métiers où, généralement, quand le courant passe bien, on sent que le client revient, je pense qu'on a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'après, on a une relation. Mais on a une relation, si vous voulez, qui fait que, voilà, on connaît notre client. Au lieu de faire 3 essayages, on n'en fait plus qu'un. Vous voyez, et là, s'ajoute une relation humaine, je dirais, qui est primordiale dans notre métier. C'est clair que quand on voit le client revenir au bout d'un costume, on se dit « Ah, j'ai dû gagner quelque chose » ou « Il est content » ou voilà. C'est une fierté aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'au fur et à mesure de ce métier, si vous voulez, on s'attache aux choses. On s'attache aux gens, aux clients, on s'attache à ce qu'on leur fait. Moi, je revois des costumes que j'ai fabriqués il y a 15-20 ans. Quand on les revoit, on se dit voilà, d'abord, j'ai un client qui prend soin de mon travail. Et ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire 3 costumes, le même costume à 3 personnes différentes, il y aura 3 usures différentes. Totalement. C'est clair. Donc, si vous voulez, quand vous envoyez, j'en ai vu un revenir là, vendredi dernier, oui, un Parisien, il est revenu il a porté un de mes costumes, je lui dis, mais attendez, il est encore tout neuf. Mais il me dit, je le mets régulièrement. Il me dit, ça dure, c'est presque... C'est un investissement sur une vie. Possiblement. Un costume en grande mesure, oui, bien sûr. Si le client est soigneux. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que, voilà, ça a évolué un peu ces derniers temps. Oui. C'est ça. Et du coup, comme ça, c'est bien, parce que vous faites carrément la transition tout seul. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Est-ce que c'est client? Est-ce que c'est le fait de revoir un costume? Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, bien sûr. Ou alors même finir un costume et le voir comme ça, je sais pas. Quand on le met sur un mannequin, quand on a fini son costume, on se dit ouais, il faut que ça nous plaise, il faut que ça nous emballe. C'est ça. Si vous voulez, c'est le contraire de l'industrie. Des fois, moi, ça me tâte quand le client vient, il essaye de le reprendre pour refaire un petit truc, remettre une touche ou quelque chose qui me plaît moins, redescendre un col. Bon, ça peut arriver, ça. Ça peut arriver qu'on a... Bon, après, il faut gagner sa vie, donc on le laisse partir. Hein. Mais c'est des défauts. Mais comme je vous disais auparavant, le client n'a pas toute la maîtrise visuelle quand il essaye. Hein. Donc voilà, lui, si ça tombe bien, il va partir avec. Mais des fois, ils peuvent avoir des défauts. Hein. Moi, je vois de toute manière, sinon, le prêt-à-porter ne marcherait pas. Et du coup, ce que vous aimez le plus, c'est le client, on va dire. Bah, la relation, essayage, voilà. Bon, le montage, moi j'aime ça. Sinon, on ferait pas. Moi, je le ferais pas moi-même, parce que moi, tous mes vestons, tous mes gilets, c'est moi qui les fabrique de A jusqu'à Z. Si vous voulez, j'ai toujours ma culotière, donc obligatoirement, je touche très peu aux pantalons, mais tous les vestons et tous les gilets sont fabriqués de A jusqu'à Z par mes petites mains. Les petites mains. Comme ça qu'on dit. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dites, ah, si on pouvait s'en passer, franchement... Que le client m'écoute pas. Je dirais que ça, malheureusement, ça arrive. Alors, moi, je dis toujours, hein, un beau costume, ça commence par un client sympa, et puis qui nous écoute. C'est-à-dire que le mal que je me donne à essayer de savoir ce qu'il va en faire du costume, donc je vais l'aiguiller sur des qualités de tissus différents, et j'aime bien qu'on m'écoute quand même, si vous voulez. Et en général, j'ai à peu près la panoplie de ce que je lui ai déjà fait auparavant, donc j'essaye de compléter. J'essaye aussi souvent de pouvoir... aujourd'hui, par exemple, on a brisé les codes du costume. Une veste de costume se met avec un jean. Bon, voilà, toutes les vestes de costume se met avec un jean. Bon, alors après, on peut en discuter, mais moi, c'est pas mon truc. Il faut savoir que non, mais dans le boulot aujourd'hui, oui, mais ça je sais. C'est voilà, c'est les commerciaux souvent. C'est comme la cravate. La cravate, il n'y a plus de cravate. Il y a des fois des belles chemises blanches, chemises bleues. Généralement, on n'en sort pas. Mais je dirais que on a brisé ces codes-là, si vous voulez. Donc on n'a plus la même pratique du costume. Classiquement, moi j'ai des grands patrons, ils sont tout le temps en jean. Par contre, ils ont des belles chemises, ils n'ont pas de cravate parce que les conseils d'administration, quand vous arrivez avec une cravate, vous vous faites virer parce que la plupart ils disent faut te détendre. Hein. Bon, j'ai un gros client qui va souvent aux États-Unis, il n'y a plus de cravate du tout. Hein. Ce que je trouve vraiment dommage. Je faisais des costumes avant 3 pièces, aujourd'hui je lui fais 2 pièces, c'est-à-dire gilet et veste. Je fais plus de pantalon. Parce qu'il a décidé que ce serait un jean. Voilà. Bon, après, c'est un gros client qui pèse lourd, mais je dirais c'est une pratique aujourd'hui qui est devenue qui s'est un peu je trouve ça dommage. Répandue. La preuve en est, la cravate que vous portez aujourd'hui, c'est une cravate qui est plus informelle. Par son tissage. Moi, je suis né avec une cravate à l'âge de 14 ans et je mets des cravates quand j'en ai pas, c'est là que je suis... C'est quand même dommage qu'on fasse pas la différence entre une cravate qui est véritablement formelle et une qui est plus casu, détente. Ça, je trouve ça dommage. Parce que, oui, mais ça... les gens voient pas la différence, hein. Ils voient qu'une cravate. Non, et puis en plus de ça, bon, c'est tout ce qui est lié à la contrainte aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, voilà, dès qu'il y a des règles ou quelque chose, là de suite... Oui, il y a des générations qui veulent rien entendre. Après, c'est une époque, hein, ça évoluera peut-être. Hein, parce qu'il reste encore beaucoup. Moi, j'ai la clientèle grande mesure, j'ai quand même pas mal de jeunes qui ont des fois moins de 30 ans. Donc, bon, après, il faut des moyens. Mais je dirais qu'il y a quand même un attrait. Ça, je pense que tout le monde pourrait être d'accord derrière que oui, il y a un attrait. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois de ça, qu'il y a un vrai mouvement jeune derrière. Et oui, il y a des choses qui bougent maintenant. Ça va prendre un peu de temps. Oui, enfin, surtout pour que ça touche le tailleur. La population entière. Oui, et puis ça c'est clair. Le tissu le plus difficile à travailler, c'est lequel ? Bah, je sais pas, j'en ai pas énormément. Moi, en général, si vous voulez, quand on vient chez un tailleur, bon,
on a tendance toujours, moi j'ai tendance toujours à dire, il faut que ça tombe bien, si vous voulez. Donc je travaille par exemple très peu de tissu, en dessous de 260 grammes, Ah oui. par exemple. Ah, d'accord. Ouais, je suis pas un grand fanat voilà, bon. Moi, je dis toujours, un client doit pouvoir monter dans sa voiture, ressortir à peu près Bien. propre, pouvoir aller au restaurant, se sentir à l'aise et avoir... mais quand il se lève, il faut que ça plombe, il faut que ça tombe. Ça sera toujours un peu chiffonné parce que des tissus infrossables, pour moi, ça n'existe pas. Hein, sauf après si on va dans des synthétiques ou des choses comme ça. Et encore, mais ça se voit. Tout ce qui est donc, stretch, là. voilà, bon, moi, ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon éducation là-dessus, dans le métier. Donc, voilà, moi, je travaille pratiquement que du pur laine, lin, coton, l'été, parce que c'est comme ça. Mais, donc, j'ai toujours tendance à dire que les tissus très, très fins, pour moi, voilà, c'est obsolète. En général, quand je reçois l'Elias, en général, ils sont plus dans mon... Ils sont plus dans mon... Ils sont plus dedans, dans le petit carnet. Dans le carnet, non, ça, je les évite, ouais. Ok, très bien. Le problème le plus récurrent lors de la confection d'un costume et le problème le plus difficile à régler lors de la confection d'un costume. Quand on le pose sur quelqu'un, on se dit, ah bah, là, il y a quelque chose qui va pas. Ce qui est le plus fréquent. Classiquement, il n'y a pas de... C'est quand on sort un peu des sentiers battus, c'est-à-dire quand on a un client qui a malheureusement des malformations ou voilà, c'est là où on voit le tailleur. Moi, je dis toujours, hein, habiller des mannequins, en général, c'est dans les magazines qu'on croise où on parle, ça vient d'une grande maison, bah, je veux bien, mais c'est des mannequins qui les portent. Hein, voilà. Et l'art du tailleur, c'est pas le mannequin. Hein. Je suis désolé. C'est les gens de tous les jours. Bah, c'est monsieur tout le monde. C'est le monsieur qui est obèse, qui a 2 tailles de plus au bassin qu'en poitrine, ou vice-versa, ou qui fait de la muscu, comme on trouve beaucoup maintenant, de gens qui font de la salle, qui font de la fonte, et puis qui arrivent avec des doubles bras, des doubles épaules, des rugbyman, grosso modo. Hein, voilà, je prends des mesures sur du rugbyman tous les ans pour une maison. Ça, c'est difficile à habiller, ces gens-là. Ça, c'est sûr. C'est la grande difficulté, c'est quand vous avez quelqu'un d'handicapé qui vient. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'habiller des gens. D'accord. Oui, des gens de petite taille, des gens voilà, qui sortent un peu où là, il faut se remettre un peu sa coupe en question, si vous voulez. Où il faut se dire, là, je ne peux pas faire le costume de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Donc, mais là, je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Je pense que... Là, c'est là qu'on voit le vrai tailleur aussi. Pour moi, c'est là qu'on voit le vrai tailleur. C'est pas dans les magazines. Ouais. Le costume le plus cher que vous ayez jamais confectionné, c'était combien? En prix. En prix, et ensuite, ce qui représentait, ce que c'était comme costume. C'était un cachemire, mais j'ai dû le vendre aux alentours de 5 000, 6 000. 5 000, 6 000 en cachemire? 100% cachemire, c'était non, c'était 50-50. 50-50, laine cachemire? Ouais, je crois que c'était de la maison Harrison. Harrison. Et oui, c'était un 50-50. Ça, c'est le plus cher. C'est le plus cher, mais bon... C'est déjà un beau taille. Ça veut rien dire. Oui, ça veut pas dire qu'il est forcément... Ça veut rien dire, hein, parce que... C'était un 2 pièces? Oui, c'était un 2 pièces. Un 2 pièces. Ouais. Et c'était... Oui. C'était un tissu de chez Harrison. Je pense que c'est celui-là que j'ai fait le plus cher, parce qu'après on tombe dans des... J'ai fait des manteaux où là, 100% cachemire, et là, bon, on monte un peu plus, mais... Ouais. Et le manteau, c'est de suite... Mais c'est tout de suite le tissu qui est très cher, si vous voulez, c'est pas obligatoirement la façon. C'est le tissu qui prend plus, on va dire, sur le changement de tarif. Là, j'ai une robe de chambre en cachemire à fabriquer, j'ai plus de tissu que de main d'œuvre. Putain. C'est un truc de fou. Bah non, le tissu est extraordinaire. Monsieur, il en a déjà une. Ah oui? Ah bah ça va. Dans une de ses maisons, il en veut une autre. Voilà. Ça doit être incroyable. Pour en mettre dans sa résidence secondaire, je veux dire ça. Ouais, c'est ça. Pas dire manoir. D'accord, super. Et le costume le plus extravagant, étrange, on va dire. J'ai fait plein de choses curieuses. Hein. Ah ouais. Oui. J'ai fait un mariage où j'ai fait un costume de Corrigan pour le marié. Je sais pas si vous voyez. Ah non, je vois pas du tout. C'était un mariage entièrement déguisé. C'était des gens
du centre de la France qui sont venus chez moi pour... je suis le seul à avoir répondu à ça, apparemment. Donc j'ai fait un costume de Corrigan qui est complètement un peu... au prix du costume, je trouve ça un peu drôle. Ouais, loufoque, voilà. on va dire. Voilà, j'ai fait un marié en costume en tissu de zèbre, un client très classique qui voilà, s'est distingué alors que je l'habillais couramment. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est dingue ça. Il est rentré une fois en me disant bah voilà, j'ai quelque chose de plus curieux à vous demander. Je pensais d'abord qu'il était déjà marié, je connaissais bien sa compagne. Et il me dit non, c'est un peu spécial que j'ai besoin de. Bon, alors, détriment de ça, il était musicien, donc il m'a dit je le remettrai. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ok. Mais ça, c'est des choses que je peux faire, voilà. Ça, alors, là, je m'y attendais pas. Ah oui, Tissu de zèbre, ouais. c'est fou. Ouais. Je savais même pas que ça pouvait se travailler. Il est en photo pas loin de vous. Ah ouais? Bah oui, si vous regardez bien. En bas à droite. Ah oui, incroyable. Oh, ça rend bien en vrai. C'est quand même. Bah, faut ça oser, va. Ah oui, faut oser. Faut oser, C'est clair mais qu'il faut oser, mais le client aussi se prête à ça. Si vous, et oui, par le contre, client lui, se prête à ça. Maintenant que je le vois, en musicien, totalement. Bah voilà. Totalement, ah ouais. C'est un mariage où c'est le seul c'est mariage fou. où je me suis permis de m'immiscer pour... Ah ouais. Parce qu'il y avait, je sais plus combien, une trentaine de musiciens dans la mairie de Rouen et je voulais entendre ça. Donc. Incroyable. Ah, c'est fou. C'est super. Enfin, voilà, ouais. Le costume le plus touchant, dans le sens où l'histoire derrière, peut-être elle était un petit peu émouvante ou belle. Alors, oui, alors c'est un peu triste hein, dans la mesure où j'ai fabriqué un costume à un homme qui était paralysé, qui est tombé d'un toit, enfin un type qui s'est brisé la colonne sur un toit et il devait se marier 6 mois après. Et donc il était dans un centre de rééducation, allongé, et cet homme-là ne remarchera jamais. Et il a fallu que je lui fasse un costume. Donc, bon, ça a été émouvant. Celui-là aussi, je l'ai en photo, pas là, mais voilà. Il était tubé et tout, et il a réussi à se marier avec cette charmante petite femme. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état il est exactement, mais ils ont réussi à le cercler pour pouvoir l'emmener à la mairie et faire le mariage. Donc j'ai une photo de ce costume-là, mais pour la prise de mesure et l'essayage, je peux vous garantir, on a passé des heures. Ça devait être très compliqué. Hein. Ouais, je crois qu'il y a 4 personnes. On avait une infirmière, sa maman, moi, et puis un kiné, je crois, qui était là aussi. Ouais, pour rien que faire l'essayage. Punaise. Et on y a passé du temps. Alors ça, c'est assez touchant parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon travail. Ouais. Je ne pouvais pas le refuser. Ça fait partie de notre métier et ces gens-là aussi ont le droit au... Bien sûr, totalement. Ouais. Donc, c'est beau. Voilà, ça, je ne veux pas vous cacher que le soir où je suis rentré de l'essayage, j'étais un peu perturbé. Ouais, j'imagine. En plus, c'était un jeune, très beau mec. Enfin, je veux dire, voilà... Une expérience, bon, j'aurais préféré pas faire, mais c'est aussi, ça fait partie un peu de notre job, un peu. Bien sûr. Si nous on ne l'habille pas, qui l'habillera? C'est très émouvant pour le coup. C'est voilà. Mais ça, c'est une expérience émouvante. Ouais. Pour aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Oui, on peut remonter le moral de vous. Le client le plus connu que vous ayez eu. Alors connu, bon... Je donnerai pas de nom. Ah ouais, non? Non, sinon, on le jamais. Coupe au montage. Hein? On le coupe au montage. Non, mais je donne pas de nom. Ok. Je donne jamais de nom. Pas de souci. Non, faut pas donner de nom. Non, mais bon. Mais il y a eu des très connus? Ah oui, il y a des gens... Oui, il y a des gens que tout le monde connaît. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui. Qu'on a vu à la télé. Pas obligatoirement. Vous savez, j'ai 2 domaines en télé, non? Ok, très bien. Mais bon... Trop curieusement. Super. On passe du coup à l'avant-dernière partie. Cette fois-ci, la partie plus personnelle sur la mode. Donc moins sur le métier de tailleur en général, plus sur la mode sartoriale du costume en général. Ouais. Et alors tout à l'heure, on en a un petit peu parlé déjà. Oui, déjà, oui. Mais les acheteurs ont évolué peut-être depuis que vous avez commencé le costume. Ah, bien sûr.
Qu'est-ce que c'était au début et qu'est-ce que vous voyez, vous, maintenant, comme différence? Et la mode, forcément, elle a évolué. On va dire les styles. Critères de mode. Oui, les critères de mode. Enfin, la mode, c'est fait pour être démodé. Hein. Forcément. Donc, puis aussi revenir... Voilà, et souvent, bon, j'ai tendance à dire que dans le costume d'homme, on n'a pas inventé grand-chose depuis oui, un siècle. Hein. Donc, globalement, on tourne autour, hein, entre des longueurs, des cintrages et des... Voilà, bon, voilà. Alors, il faut toujours savoir que chez un tailleur, c'est quand même la priorité. Pour moi, un tailleur doit répondre à une demande. D'accord. C'est-à-dire que le client, il vient chercher quelque chose, vous n'allez pas lui vendre un petit pantalon très près du corps s'il n'en veut pas. Voilà. Moi, j'ai combien de clients ces dernières années qui viennent chez moi en me disant, vous savez, je veux pas un petit pantalon où je peux pas bouger, où je peux pas, voilà, bon, où je suis obligé de baisser mon pantalon dès que je me lève. Il me dit ça, il n'y a pas question. Vous voyez, on a ce... Bon. Et ça, un tailleur doit répondre à ça, minimum. Parce que dans le prêt-à-porter, on trouve que ça, pratiquement. Pour quelqu'un qui a, je sais pas, une soixantaine d'années, 70 ans, aujourd'hui, pour trouver du prêt-à-porter, c'est compliqué. Bien sûr. C'est clair. Et les clients ont changé, du coup? Ah bien sûr, la pratique a changé, je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport à entre autres, qu'on mixte les choses maintenant. Quand j'ai commencé, moi, on faisait des fois le costume avec 2 pantalons. Oui, pour l'usure sur le long terme. On usait plus les pantalons. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, dans la mesure où on pratique plus le costume entièrement, c'est-à-dire qu'on met un jean, un chino l'été, avec une veste de costume, on fabrique plus 2 pantalons sur les costumes, puisqu'on les use plus. Et à l'époque, c'était... Il y avait des catégories de métiers que vous voyez plus souvent d'aujourd'hui, ou ça a resté quand même à peu près la même chose? Il y avait des bastions de clients, il y avait des bastions, tout ce qui était CHU, c'est-à-dire hôpital, médecine, bien sûr, les grands professeurs de médecine étaient en costume 3 pièces. Hein. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, ils sont tous en blouse et en t-shirt en dessous, avec des fois un pantalon, je vous en parle pas. Ah ouais, c'est vrai, mais ça je ne pensais pas. Moi, j'ai vu un grand chirurgien descendre un jour en sortant de l'hôpital, il a enfourché un vélo, voilà, donc... Et pourtant, c'était un grand chirurgien. Ah ouais. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il travaille jamais... Enfin, aujourd'hui, il y en a très peu en costume. Bien sûr. Après, il y a encore un petit peu voilà, j'ai un grand client fanat de grande mesure qui est assez jeune, hein, qui a une 40aine d'années, je crois, qui est fanat de costume encore. Mais ça, c'était des milieux où on aimait bien s'habiller. Avant, les notaires étaient aussi costume 3 pièces. Voilà. Bon. Alors, j'ai du jeune notaire aujourd'hui, mais des anciens s'habillent beaucoup moins. Ah oui. Bien sûr. Des jeunes notaires, j'ai un petit milieu qui revient. D'accord. Qui revient, ouais. Il y a eu une phase où c'était un peu plus creux. Oui, il y a 10 ans, j'avais très peu de clients dans ce domaine. Je crois qu'une fois on avait discuté, il y avait aussi les avocats qui, eux, pour le coup, ça a toujours été à peu près stable. Les avocats sont une profession qui aime ça un peu. Ouais. Faut dire que les grands avocats du barreau, en général, sont pas trop mal habillés. Hein. Ouais. Et la finance aussi, un petit peu? Alors, finance... Moins? Ça a été meilleur il y a 20 ans, 25 ans. Ouais, je pense. Aujourd'hui, les jeunes traders, des fois, aiment bien être bien habillés parce qu'ils sont jeunes, souvent. Et il faut qu'ils donnent confiance à leurs interlocuteurs. Et j'en ai quelques-uns qui viennent chez moi pour avoir une allure un petit peu plus d'assises. Ouais, si d'accord, je vois très bien. Pour aider un peu tout ça. J'en ai un qui me dit souvent, vous m'aidez à asseoir un peu mon discours. D'accord, oui, je vois très bien. Parce que on a ce côté jeune qui fait que des fois, c'est difficile. On a des interlocuteurs qui qu'on a vu d'autres, comme on dit. Bien sûr. Et on a besoin des fois d'avoir un élément, une crédibilité qu'on vient chercher dans l'apparence des fois. Donc je fais des fois des costumes 3 pièces assez, je dirais, très classiques pour des jeunes. D'accord. Voilà. Ok. Et ça fait rire, ça. C'est rigolo. J'imagine. Mais vieillir un blond aux yeux bleus, c'est difficile. Ah ouais. C'est un travail. Oui, c'est un boulot.
Vous, votre style vestimentaire, est-ce que vous arriveriez à le décrire? Que ce soit quelque chose de très classique, ou plus de dépareillé, ou plus de 3 pièces, ou plus de, je sais pas... Moi, j'aime bien combiner toujours plusieurs styles. Enfin, pas plusieurs styles, mais avoir toujours une garde-robe qui peut s'interchanger. D'accord, si ouais, vous bien voulez. sûr. Moi, et mes clients, une fois qu'ils ont, allez, 2-3 costumes, j'aime bien essayer de faire en sorte qu'ils puissent mettre une veste avec un autre Bien sûr, pantalon. bien tout sûr. ça. Donc, systématiquement, voilà, le rôle des gilets aujourd'hui est important. Vous rentrez chez vous le soir, vous mettez simplement un gilet, vous mettez toujours le même costume, mais vous mettez un gilet, vous allez au restaurant, vous avez l'impression d'être dans un autre vêtement. C'est des petites touches qui coûtent pas si cher que ça, et qui permet aussi de marier après un certain nombre de costumes qui puissent... voilà, le gilet est bien revenu, si vous voulez, aujourd'hui. Moi, je fabrique beaucoup de gilets. Donc voilà, alors il y a les cérémonies, il y a les mariages, tout ça qui nous en font confectionner pas mal, mais j'ai beaucoup de clients qui sont revenus au gilet. Moi, je travaille souvent en gilet. D'accord. Je mets rarement un veston, parce que j'aime être à l'aise, parce que je fabrique tout. Oui, bien sûr, mais il y a le côté pratique aussi qui rentre en jeu, là. Mon côté, il faut que je sois à l'aise. Bien sûr, totalement. Bon, moi, la plupart du temps, je suis en gilet. Donc, systématiquement, j'aime bien que le gilet soit des fois dépareillé au pantalon ou à la veste. Mais j'aime bien le costume avec un gilet un peu dépareillé. Et vous n'avez pas peur des couleurs? Ah, je suis assez classique. Hein. Ah ouais? Ouais. J'osais plus des couleurs plus jaunes, mais ça, je pense que c'est... Voilà. Ok. Bon, moi aussi, j'ai besoin de rassurer mes clients. Là aussi, il faut asseoir un petit peu le... Oui, enfin non, parce que bon, j'ai plus rien à prouver, mais bon, ça c'est clair. Mais je dis non, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on devient classique. Si vous voulez un peu, on a tendance à voilà. Après le week-end, vous me voyez pas, donc. Ah, c'est plus. Je pourrais vous surprendre. Ah, oh Là, c'est vrai que oui. Un petit peu différent. Les velours de couleur. Oh. Bien sûr, oui, mais ça le week-end. Ah oui. Oui. Bah, c'est bien, ça se fait plaisir quand même. Et puis des vestes en art twist ou des choses comme ça, j'aime beaucoup ça, moi, le week-end. Oui, le week-end. Vestes de chasse, un peu. Ah oui, je vois très bien, très bien. Voilà, moi, ça j'aime bien, mais le week-end, si vous voulez, hein, avec un beau pantalon de velours, avec un gilet en velours qui correspond, enfin, je veux dire. D'accord. Jouer. Ah, je vois très bien. On peut jouer. Et les pantalons, vos coupes, vous, c'est pas trop ample. Préférez quand c'est un petit peu ajusté. Moi, j'ai besoin. Ah, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Non. J'aime bien. Moi, j'ai souvent 2 pinces. D'accord. Systématiquement. Bon, j'ai un bas de pantalon, généralement, c'est 19 ou 20. Ouais. Bon, j'aime pas trop le trop serré. J'aime pas ce geste comme je ne porte que des chaussettes hautes. Si vous voulez, quand vous levez, vous êtes assis, vous levez. Tous les jeunes aujourd'hui font ce geste. Voilà. À les anciens remonter le pli du pantalon pour s'asseoir. Les jeunes aujourd'hui rabaissent leur bas de pantalon sur les chaussettes parce que voilà. C'est 2 époques. Ils descendent plus tout seuls. Non, ça c'est clair. Et vous voyez, les gestes de mode changent. Mais c'est vrai que c'est marrant. Parce que plus le pantalon est serré, plus on devrait remonter le pli pour éviter de tirer trop sur toutes les coutures. Bien sûr, totalement. Alors comme les pantalons sont serrés et un peu courts, on voit les chaussettes. Donc il faut être aussi attentif à avoir une bonne... des bonnes paires de chaussettes, quoi, parce que sinon, assez longues. Oui, puis il y a un peu de goût quand même. Oui, aussi, surtout. Parce qu'on voit des choses des fois un peu... Mais du coup, là, en termes de longueur, ça me fait penser, vous préférez que ça casse légèrement ou que ça s'arrête juste au-dessus? Légèrement. Légèrement. Parce que j'aime bien qu'on voit les chaussures. J'aime bien les chaussures, donc voilà. Bon, ça va de pair, si vous voulez. Ah, moi je comprends, tout à fait. Votre tissu préféré, alors, d'hiver et tissu préféré d'été, même si vous avez dit que les tissus légers d'été, bon, c'est pas non plus... Mais après, il y a des tissus lourds en été, et des lins lourds. Oui, moi je porte du lin l'été, je porte du coton, enfin des chinos un peu. C'est vrai que ces dernières années, bon, on a un réchauffement, je dirais, qu'on subit. Donc, si vous voulez, je ne vais pas vous le cacher, quand juillet-août, généralement, quand je suis ici, je suis souvent en coton. Ouais. Déjà, les clients, ils rentrent des fois en Bermuda. On rentre en Bermuda chez un tailleur. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On en trouve à l'Opéra de Paris, on est en Bermuda, on en trouve à la Philharmonie, on en trouve dans tous les opéras de France maintenant, puisqu'on a le droit de rentrer n'importe comment. Ah, donc, si vous voulez, moi, j'ai pas un client. Souvent, le samedi, par exemple, j'ai pas un client qui rentre en costume. Ouais.
C'est le D'accord. genre de détente. Mm. Quand ils viennent chez moi, bah, ils sont Jean ou chino. Voilà. Même des gens de bon niveau. Hein, Ah oui, oui, bien sûr. voilà, je vois. aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Ah oui, bah, totalement. Après, vous voulez travailler, voilà, c'est comme dans les opéras, on laisse pas, si on laisse pas rentrer les gens qui ont un ticket, ça peut pas se faire. Donc, Et en hiver? et en hiver, bon, la flanelle, c'est indémodable et c'est éternel, et puis c'est chaud, puis c'est agréable. Et non, j'aime bien aussi je porte pas mal de pantalons en twill aussi, ça, j'aime bien. D'accord, oui, je vois très bien. Chez Holland & Cherry, vous avez une liasse Dakota qui est en twill, qui est magnifique, je trouve. Ah oui, Ouais, ça fait des beaux pantalons qui tombe bien. qui tombent bien, Ça porte chaud. Après, ça dépend du grammage, parce que vous avez Oui, quand même pas mal de grammage, mais Bien sûr. c'est vrai que j'aime bien le tombé des twills. Je trouve que ça fait des jolis pantalons. Très bien. Je voulais demander la veste de costume et le pantalon de costume qui sont les plus polyvalents, on va dire, qui se Bon, bah, mélangent le plus facilement. Moi, je pense que j'ai déjà la réponse, mais... en veston, c'est le blazer. Le blazer, c'est incontournable. En croisé ou en droit? Les deux, mais Totalement. bon, le croisé a ce problème-là, mais c'est là dans le costume, si vous voulez. J'ai fait un mariage dernièrement où le monsieur a voulu un costume croisé pour la cérémonie. Il était en smoking le soir, mais en cérémonie, le costume croisé, je lui ai dit, c'est fermé. Bah oui, oui, monsieur, totalement. Vous pouvez pas l'ouvrir. Non? J'ai dit donc, voilà, c'était une cérémonie, c'était en plein été. Je peux vous dire Ouais. qu'il faisait 38 ce jour-là. Faut l'assumer. Pour avoir revu des invités à ce mariage, ils m'ont dit il a souffert. Hein. Bon, mais bon, après, c'est parce qu'il faisait 38. Hein, Bien sûr. mais je lui ai dit c'est fermé. Hmm. Un costume croisé, je n'en fais pas aux clients qui ne ferment pas leur veste. Même assis? Ah bah, assis, c'est différent, ça dépend où on est. Si, généralement, il faut déboutonner. Si on est à l'aise, enfin, ça dépend de l'interlocuteur. Je demande parce que Je dis il y a toujours- plusieurs écoles, il y en a qui disent faut toujours le laisser fermer même assis, d'autres qui disent on peut se permettre quand on est avec des Bah, ça amis. dépend. Si vous êtes vous allez déjeuner dans un restaurant, à un moment, il faut ouvrir la veste. Bah non, que ça va durer. après, Ça va durer. Après, voilà, vous venez prendre un café chez moi, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la veste. Mais c'est pour ça que je dis toujours, il y a une circonstance, il y a aussi, puis il y a aussi l'interlocuteur. Il y a toujours, voilà, est-ce que ce sont des gens qui sont attentifs à ce genre de... Ouais, d'accord. Voilà, parce que bon, aujourd'hui, quand vous donnez des codes... Pas tout le monde qui les a. Ça fait plus sourire Ouais, souvent ouais, qu'autre chose. Mais bon, Et pour le pantalon plus polyvalent? alors je vais vous surprendre, Prince de Galles. Le prince de Galles? Ouais. Alors là, oui, je suis surpris. Hein. Prince de Galles blazer, je trouve ça magnifique. Ok, d'accord. Ok. Par exemple. Ah bah oui, oui, je vois très bien. Et Je fais beaucoup de Prince de Galles, moi, chez moi. En bleu, en... Bah, ça dépend, ça peut être en gris, ça peut être... mais aujourd'hui, par exemple, le vert qui est un peu revenu, Ouais. je dirais, Ouais, ouais, à tendance aujourd'hui. Mhm. Un petit Prince de Galles, un peu dans les tons un peu vert kaki, je dirais, pratiquement. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Bah, je trouve que ça matche bien. Ok, Et puis, c'est ok. pas tout le monde. Oui, Si bah vous ça voulez. c'est sûr et certain que... Voilà, si vous voulez pas prendre de risque, vous faites un pantalon Prince de Galles gris avec un blazer, vous passez partout. Mais ça, j'aime bien. Et si vous voulez, et le ton du vert, c'est bien de le travailler sur le bas, sur le pantalon, parce que le vert a toujours tendance à rendre un petit peu palo. D'accord. Donc si vous le mettez dans la veste, parce qu'il y a eu on a fait quelques mariages avec des costumes verts aujourd'hui, D'accord. si vous voulez. Oui, On a cette demande-là. Mais l'année dernière, j'ai un client qui a été faire 3 semaines de lampe, parce qu'il a pas voulu m'écouter. Et à un moment, il s'est dit, mais vous avez raison. Bah, je lui ai dit, ça serait quand même dommage d'être malade ce jour-là, ou d'avoir ce teint un peu... Je vois totalement. Ouais. Ok, Donc, d'accord. Voilà. Bah, c'est bien, c'est Donc, des des belles fois, réponses. le vert, je trouve qu'on peut le mettre sur le Ok. pantalon, des fois. Bah, j'aime bien aussi. Donc, Après, il faut la veste qui va avec. Oui, Ouais. ouais. Le premier costume à se faire faire. Si on vient chez un tailleur, on se dit, allez, je passe le cap, je vais me faire une grande mesure. Un grand C'est quoi le classique. premier C'est un grand classique? Classique, un fil à fil. Il peut être bleu, il peut être gris. On reste dans des tons simples. Gris, bleu, voilà. Oui, bien un sûr. peu passe-partout, Faut toujours on va dire. commencer par, voilà, bon. Moi, je dis toujours, la pièce de base, c'est le blazer pour un homme. Un jeune homme, par exemple, dans des mariages, je dis toujours, achetez un blazer, mettez un chino avec, une belle chemise,
pouvez mettre un nœud papillon, vous allez voir, c'est pas scandaleux. Quand on est jeune, j'entends. Puis le blazer, ça se remet toujours. Toujours. Avec un polo, avec une chemise, avec voilà, une cravate club, et puis... Ah oui, bah, je peux que valider. Moi, j'adore, je porte souvent. Voilà, ça c'est une base. Mais un premier costume, j'ai toujours tendance à dire, après ça dépend, si c'est un homme qui a des yeux bleus, j'aurais tendance à dire, il va porter du bleu toute sa vie. Donc un fil à fil bleu, par exemple. Moi, je trouve que le fil à fil est un tissu facile, qui se remet facilement. Bon, le célèbre, c'est le gris, hein, voilà, c'est... costumes des grands films d'Hitchcock et compagnie, et ça a toujours été, je dirais. C'est un tissu indémodable. Et ça a toujours de l'allure. Ouais. Donc voilà, après vous pouvez le choisir même en marron. Le marron aujourd'hui qui est une couleur qui est complètement abandonnée. Et je trouve qu'on n'ose pas assez. Hein. Selon vous, l'ouverture cheville, au niveau du pantalon, idéal. Vous mettez 19-20, est-ce que vous avez une idée? Moi, ça dépend. Ça dépend un peu du client. Ça dépend de sa pointure de chaussure aussi. Il y a une méthode par rapport à la pointure de chaussure moi, ou pas? j'ai toujours tendance, il ne faut pas que ça soit ridicule. Par exemple? Je sais pas. S'il fait du 43. S'il fait du 43, on peut être à 19 en bas, 18, 19. Ça, c'est le plus petit. Oui, mais ça dépend de son âge aussi. Ouais. Bien et sûr. de ce qu'il veut. Moi, je réponds à ça, moi, souvent. Ouais. Et je dis toujours, c'est aux essayages. Moi, je prends pas de risque au démarrage. Souvent, sur un type qui fait 43, moi, j'ai tendance à mettre 19. Je peux descendre à 18 après. Et 20, 21, 22, plus ouvert? J'ai très peu de demandes. Ah ouais? Ouais. Alors c'est marrant parce qu'à l'inverse, nous, chez les jeunes, c'est à fond sur au moins 20, 22 et 24 même très souvent, voire plus. Moi, j'ai pas trop ça. Ok. J'ai pas trop ça. Après, je vois par exemple les costumes, la plus jeune clientèle en général, c'est les cérémonies de mariage. Ouais. Et peut-être plus ajusté. Et là, oui, j'ai même fait 16, hein, des fois. 16 Ouais. 16 Ouais. Moi, je trouve que c'est pas confortable. Enfin, je trouve que... 16, c'est vraiment petit. C'est un peu limite. Alors après, si la personne est très fine... C'est le client. Moi, je pense que je passe pas dedans. Passez pas, vous voulez. Faut pas faire de vélo. Ah non 16, c'est rien qui passe, là. Non, mais je veux dire par là que c'est aussi la conformation du client qui nous aide à ça. Bien sûr. Après, si vous faites du 47 en chaussures, je vais être au minimum à 20-21, facile, au minimum. Voilà. Après, honnêtement, si vous voulez, on fait des essayages, ça sert à ça aussi. Ouais. Ça sert à savoir jusqu'où on peut aller. Ça sert à se dire, voilà, c'est comme les cintrages. Oui, bien sûr. Les cintrages, c'est à l'essayage que je marque les choses. Et je vois si le client, il matche avec moi ou si je sens qu'il a plus besoin d'aisance ou il a une gestuelle. Moi, souvent, quand je vends un costume, j'étudie la gestuelle de mon client. Parce qu'il y a des gens, ils auraient déjà fait tomber les micros, là, déjà. Il y a des clients qui sont un peu, volubiles, qui ont des bras qui fonctionnent, des jambes qui n'arrêtent pas de gigoter. Et vous faites pas le même costume à quelqu'un qui est... Voilà. C'est une analyse vraiment complète de la personne, en fait, finalement. Oui. J'avais habillé un jour un psychanalyste qui m'a dit... en partant, on fait presque le même métier. J'ai trouvé ça un peu exagéré, mais c'est vrai moi, je sais que je pratique un peu, j'étudie un peu au fur et à mesure que je vends mon produit, je regarde comment le client se positionne, comment il marche, comment il se tient, sur quelle jambe est droite ou gauche. Voilà. Il y a très peu de gens qui sont bien droits, finalement. Oui, ça c'est clair. Très ça, c'est clair. Surtout en fonction des métiers, on a des positions, tout ça. Personne n'est vraiment symétrique. Donc, c'est pratiquement pas. Donc voilà. Mais tout ça, on vend. Quand on vend le produit, quand on est en face du client, moi j'analyse tout ça. Je passe beaucoup de temps au démarrage, si vous voulez. D'accord. Après, j'aime bien que ça roule. Oui. Parce que je sais à peu près où je vais, tout est marqué sur ma fiche. Il vaut mieux savoir où on va et ensuite, par contre, ça déroule. Je prends du temps pour ça, pour lui donner confiance, pour vraiment bien l'écouter. Voilà. Et une fois que ça c'est déterminé, une fois que j'ai ma fiche à moi, je sais ce que je vais faire. D'accord. Un avis sur le nœud papillon. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de gens qui en portent dans la vie de tous les jours, dehors, comme ça, ou autre, ou à des mariages. Est-ce que ça se porte, est-ce que ça se porte pas, ou uniquement avec, souvent on parle de smoking, black tie, white tie. Dans les codes, avant, on disait toujours que le nœud papillon, c'était après 17h. Hein.
Bof. Moi, j'ai tendance à dire que le nœud papillon, si on le porte couramment, il faut qu'il soit fantaisie. Ouais. En soirée, c'est différent. Soirée, c'est noir. Ouais. Bah, c'est noir ou blanc. Voilà. Bordeaux. Vous en avez beaucoup porté, vous, dans la vie? Ah non. Nœud papillon? Non, parce que j'ai longtemps essayé. Hein. Ah oui? J'ai pas Ah, vraiment? caché, ouais, j'ai longtemps essayé, mais je travaille et je travaille quand je travaille, quand j'ai les jambes croisées, que je travaille sur mon truc, bah, je l'écrase et quand je me relève, bah, il n'est pas droit. Ah, d'accord. Voilà. Le nœud papillon demande aussi à ce qu'on soit attentif un peu, à ce qu'il soit bien attaché, bien droit. Et aujourd'hui, on a fait, bon, ça s'est un peu réélargi un petit peu, les nœuds papillons, mais il y a une époque, c'était assez fin. Oui. Alors lui, il faisait bateau, donc vous aviez un interlocuteur qui était jamais vraiment bien stable. Bon, moi, je suis pas un grand fan du nœud papillon dans les mariages. D'accord. En soirée, je veux bien. Oui. Mais à la cérémonie, je sais pas. C'est la cravate. Bah, c'est soit la cravate. Alors nous, on a inventé un produit chez moi qui s'appelle la Marcelière, parce qu'on est chez André Marcel, mais qui est un produit maison qu'on fabrique qu'aux mariés. La Marcelière, et c'est quoi? Et la Marcelière, c'est une cravate. C'est une cravate qui est sur un mannequin là-bas. D'accord. Oui. Et la Marcelière, Ok, là, on ne fait ça qu'aux mariés. Ok. Et Ça se vend bien, ça va? Enfin, les gens apprécient ça? C'est pratiquement les 3/4 de mes mariés Ah ouais, choisissent cette cravate-là. Pourquoi? Parce que dans une assemblée, dans un mariage, ça peut arriver, comme les gens s'habillent aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, les gens s'habillent au mariage. Bien sûr. Donc c'est quand même un peu dommage qu'il y ait des invités mieux habillés que Oui, le marié. c'est le problème en général. Donc dans une à assemblée, éviter. des fois le marié on le cherche. Ouais. Et quand il a une Marcelière, Ouais, on reconnaît direct. permettez-moi Ouais. de savoir que autant la mariée c'est toujours assez facile en général, autant le marié des fois il peut y avoir des surprises. Ouais. Donc je vois très bien. donc on a fait ce mixte un peu qui est entre la lavalière, la cravate un peu, c'est un peu un Oui, mix tout à fait, entre deux. tout à fait. Et c'est un nœud qui se fait tout seul, hein, qui est déjà préfabriqué. D'accord. Et c'est un peu de notre touche. C'est Carole, ma culotière, qui a inventé ça. Et voilà, et ça, j'aime beaucoup ça. Dans Super. mes mariages, j'aime bien. C'est clair que Marcelière. de suite, moi c'est sûr et certain, si je rentre dans un mariage et que je vois quelqu'un qui porte ça, je sais que c'est le marié. C'est le marié. Je me doute bien que quelqu'un qui a été invité ne va pas porter ça, ou alors D'abord, je le fais sortir. D'abord, je n'en fabrique pas aux invités. Ah bah oui, bah c'est ça. Donc, c'est co-marié. Bah oui, non, mais, C'est exclusivement. c'est clair. Voilà. Très bien. Bah, on va arriver à la fin de cet entretien. Mhm. On va faire. On va terminer avec un petit Fast and Curious. Donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu, ça se fait assez souvent. Oui. Sur internet, c'est un peu à la mode dans son. Oui, Et on va dire ça, plutôt. je vais simplement poser des questions où je vais dire quelque chose ou une autre, et vous me donnez La réponse. la réponse l'un ou l'autre. Direct. Ce que vous préférez. Alors, on commence. Veste droite ou veste croisée? Veste droite, puisque la croisée, il faut la fermer. Costume complet ou dépareillé? Dépareillé. Richelieu ou mocassin? Richelieu. Flanelle ou tweed? Les deux. Laine froide ou lin? Oh, plutôt l'un, peut-être. Pantalon slim ou pantalon ample? Entre les deux. Fine rayure ou rayure crée? C'est presque pareil. Hein. Donc, très plutôt, mais bon. D'accord. Col français ou col italien? Italien. Cravate ou chemise ouverte? Ah, moi, souvent, c'est cravate. Demi-mesure ou grande mesure? Pas à grande mesure. Boutonnière active ou factice? Non, active. Veste de boutons ou 3 boutons? Bon, actuellement, c'est plutôt 2 boutons, mais j'ai fait longtemps des 3 boutons. Hein. Quand je me suis installé, j'ai fait des 3 boutons. Hein. Revers cranté ou revers en pointe? Ah, j'aime bien le revers en pointe. Revers en pointe? Ouais. Ourlet ou revers au pantalon? Ça dépend. Ça dépend du tissu. Prince de Galles, revers. Un twill, uni, sans. Ok. Ceinture ou bretelle? Souvent bretelle. Une pince ou 2 pinces au pantalon? Au minimum une. D'accord. Souliers noirs ou marron? Ça dépend du costume. Et 3 pièces ou 2 pièces? Ah, j'aime bien le 3 pièces. Super. Eh ben, on termine là-dessus. Avant de conclure, est-ce que
vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit sur l'univers tailleur, on va dire, en général, ou, si on prend encore plus large, la vie en général? Moi, j'ai tendance à penser que il faut toujours qu'on s'assure de bien connaître d'où on vient, pour se rappeler un peu la culture, notre culture. Notre culture, c'est nos anciens, nos parents, voilà. Alors des fois, il n'y a pas toujours eu cette culture du vêtement. Avant, on avait des cérémonies qui obligeaient, si vous voulez, à s'habiller. Donc, on n'a plus ça aujourd'hui. Donc, j'ai tendance à penser que il faut que la culture du vêtement suive un peu la culture familiale, la culture du milieu dans lequel on travaille, dans le milieu dans lequel on fréquente, on sort, voilà. Moi, je trouve qu'il faut regarder un peu ce qui se faisait et ce qu'on peut aussi peut-être faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on invente très peu de choses. Une chemise reste une chemise, un veston reste un veston. Hein, ça fait plus d'un siècle qu'on est sur les mêmes bases. Le pantalon, pareil. Et je dis toujours, il faut trouver son style là. Faut trouver. Mais j'aime bien toujours. Moi, je dis toujours, pour avancer, il faut savoir, faut respecter d'où on vient. Donc voilà, ça c'est une. Donc j'ai tendance à dire que son style, on peut le trouver avec cette réflexion-là. C'est une très belle conclusion, c'est magnifique. Ça peut vous convenir. Ah, c'est super. Écoutez, merci beaucoup André d'avoir participé à cet entretien. Au plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait pas forcément beaucoup se mettre en avant sur les réseaux sociaux, tout ça. Non. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. Moi, je trouve ça super. Voilà. Je pense que tout le monde est très content là-dessus. Et puis, écoutez, en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.